moi, je suis partisan des salons du livre, euh, pas dans le but vraiment de vendre des livres, des choses comme ça, c'est plus de rencontrer des auteurs. Moi, c'est le but principal, donc j'ai fait plusieurs fois le salon du livre de Paris avec toi, et avec vous, pardon, avec celui de Carcassonne, c'est le premier salon du livre de Montréal, où j'ai passé une grande partie de ma vie d'ailleurs. Oui, le public aussi. Mais je dirais que la raison principale, c'est les auteurs. Parce que ce que je cherche à approfondir, c'est pourquoi on écrit. Et qu'est-ce qui pousse, surtout à un certain âge, parce que c'est quand même beaucoup de travail, disons, à écrire. Et on écrit, je dirais, avant tout pour soi-même, même si les éditeurs peuvent, disons, ne pas être d'accord. Et puis pour ses amis, sa famille, et évidemment pour des lecteurs. Mais c'est presque secondaire dans mon cas. Moi, je ne suis pas un littéraire de formation. Je n'avais aucune ambition d'écrire. Et c'est un peu le premier livre qui a me donné le goût de continuer. Et donc, je ne suis pas un bon vendeur. Ah ben, j'ai une carrière d'ingénieur spécialisé dans les grands travaux de génie civil, barrages, centrales nucléaires et autres, et en particulier dans le comportement des grands ouvrages. Donc, avec un ami, j'ai finalement fondé une compagnie et on fabriquait des instruments pour étudier le comportement des barrages. Donc, ça m'a amené à voyager autour du monde, à travailler dans, je n'ai pas compté le nombre de pays, mais au moins 25, et passer beaucoup de temps dans des pays comme la Chine, l'Inde. Et au milieu de tout ça, d'ailleurs, j'ai été un certain temps expert, entre guillemets, pour un programme des Nations Unies. Et ce qui m'a amené, disons, en particulier, à travailler pour eux en Inde, où je donnais des conférences et aussi travailler sur le terrain pour comment installer des instruments. J'ai fait la même chose au Pakistan et beaucoup en Asie d'ailleurs. Ça, c'est vraiment comique. Parce que, disons, bon, quand j'étais enfant et puis même après le lycée, il n'y avait pas de conseiller pédagogique et tout ça. Et un jour est arrivé chez moi une brochure d'une école d'ingénieurs où on voyait un bateau passer sous un pont. Et je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait le concours d'entrée, ça a marché. J'ai fait une licence mathématiques physique en même temps. Et ensuite un doctorat à l'université de Grenoble. Et là, la machine était en marche. Et mon premier contrat, d'ailleurs, en tant que jeune ingénieur, ça a été en Algérie, avant l'indépendance, ce qui me dit mon âge, et où c'était vraiment l'aventure. Bon, j'ai écrit, disons, avant d'écrire style roman, de très nombreux articles scientifiques dans des revues internationales, des proceedings, communiqués à l'Académie des sciences et des trucs comme ça. Donc j'avais déjà écrit. Mais ce qui m'a amené à écrire un roman, c'est quand j'ai désescaladé mon travail. Et là, j'avais tellement aimé mon travail, j'avais tellement de souvenirs que je me suis mis à écrire mon premier livre. Et à ce moment-là, je n'avais même pas l'intention d'être édité. C'est des amis, et un ami en particulier, qui, voyant travailler plusieurs heures par jour à ça, que je devrais le présenter. Ce que j'ai fait à 5 éditeurs, et j'ai eu 2 acceptations. Et
J'ai choisi Édition Dédicace pour deux raisons. Premièrement, c'était une très jeune compagnie. Et deuxièmement, qui tablait sur le numérique. Parce que moi, disons, de par mon formation et de par voyant l'évolution de la société, je me suis dit que c'est ça qui allait un jour déboucher. On voit ce qui s'est passé avec la photo, on voit ce qui se passe avec la musique. Le livre est en train de suivre. Il y avait une autre raison aussi, c'est que les livres papier, c'est un bel objet, je ne suis pas contre du tout, loin de là. Mais c'est que ceux qui les ont vendus passent au pilon. Et ça me fend le cœur, disons, comme dirait César. Disons. Et le numérique, ben, c'est impérissable. C'est ça. Donc il y avait un peu cette idée-là. Et je me souviens que la première fois que j'ai communiqué avec l'édition Dédicace, j'ai demandé qu'est-ce que vous faites des invendus, est-ce que vous en avez au pilon? Puis la réponse ça a été ben, en numérique il n'y a pas de pilon. Alors c'est le déclic. Le premier roman, ben, il est là d'ailleurs, là, c'est disons La Traque de Montréal à Katmandou. Ce qui m'a amené, ça c'est mon séjour, mes séjours en Inde. Et comme je disais avant, j'ai eu beaucoup de peine à arrêter de travailler. Je l'ai fait d'ailleurs très progressivement. J'ai ensuite même pris en étant... en fait, j'ai jamais vraiment arrêté de travailler. Et on me proposait des contrats à titre individuel pour aller dans des endroits où personne ne voulait aller, comme au Pakistan par exemple. Et disons, je voulais d'une certaine façon continuer à vivre ma vie d'ingénieur par l'écriture. Donc, dans le premier livre qui s'appelle La Traque, presque tous les personnages sont des personnages existants. Les lieux que je décris sont des lieux que je connais, où j'ai passé du temps. J'ai juste eu un peu de mal à ajouter un méchant, parce que j'en ai bizarrement pas rencontré dans ma vie. Ou alors je suis naïf. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce premier livre. Le deuxième est une suite de La Traque. Encore que ça peut se lire complètement indépendant. Le deuxième s'appelle Onde de choc, de l'Abitibi à l'Altiplano, et qui se passe aussi dans le milieu des ingénieurs, mais là, dans le domaine des mines. Et je dirais aussi dans le domaine de l'arnaque qu'il y a autour de ça. Des développements de mines, on en voit d'ailleurs, il suffit de regarder les journaux, il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle de ça. Qu'on parle d'arrêt de projet parce que la population est contre, la pollution que ça crée. Et bon là c'est dans le domaine de l'or. Et c'est aussi un domaine qui pas me perturbe, mais je ne comprends pas pourquoi pour un métal comme ça, on fasse autant de dégâts. Aussi bien humains en Afrique, que de pollution, ensuite par le mercure et autres. Et c'est un sujet que je voulais aborder. Et plutôt que de le faire sous forme d'un essai, tout comme ça, ben je le romance. Mais le fond de ça, c'est ça. C'est pourquoi fait-on ça? Et il se passe, disons, que deux endroits au Québec, en Abitibi, une mine qui fermait d'ailleurs depuis, où j'ai travaillé un peu, et beaucoup en Amérique du Sud, particulièrement au Pérou, Bolivie, un endroit que j'adore. Moi, disons, l'altiplano et tout ça, oh, c'est fantastique. Au point de vue humain, paysage, tout, l'espèce de sérénité qu'il y a et qu'on ne trouve pas, disons, dans les endroits... bon, ici, Montréal, c'est pas le pire, loin de là, mais quand même.
l'agitation. Là, disons, il y avait quelque chose que j'avais écrit avant, sans avoir idée d'ailleurs de le publier du tout. Et c'est un livre un peu de souvenirs où je rends hommage, plus ou moins, à deux de mes anciens compagnons qui sont décédés. Et donc, ce livre-là s'appelle Randonnée avec Atropos. Atropos étant la troisième des parcs, celle qui coupe le fil de la vie. Avec qui d'ailleurs on se promène toute sa vie sans le savoir, en général. Et ce livre-là, c'est un peu une espèce de, pas d'hommage, mais au rebondissement. Parce que quand quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, qui est proche, décède, et de façon pas très drôle dans certains cas, parce que c'est jamais drôle, mais quand même, disons, il y a des endroits, et que l'on puisse rebondir. Parce que la vie est tellement forte, et j'ai rebondi chaque fois. Et curieusement, de plus en plus vite. La première fois, c'était très long. Et, 2 ans après, j'étais encore bouleversé. Et c'est la rencontre d'un autre qui vous tire de là et c'est reparti. Donc ce livre-là peut sembler sombre pour certains, parce que je sais que ceux qui l'ont lu, qui l'ont aimé, m'ont dit heureusement qu'il y avait une boîte de Kleenex à côté. Mais ce n'était pas du tout mon but. C'était, au contraire, c'est un hymne à la vie qui on rebondit. Parce que moi, disons, j'ai certaines idées sur la mort, qui n'est pas une fin, loin de là, qui a un retour à la nature. Et je ne vais pas faire de la philosophie 101 sur ça, mais c'est un peu l'idée, on ne devrait pas avoir peur de ça. Et pourquoi on est triste? On est triste pour soi-même, pour celui qui reste, et non pas pour celui qui est parti. Et c'est un peu ce que je raconte, et pourquoi, disons, on ne devrait pas avoir peur de ça, on devrait être prêt pour les autres. Pour soi, c'est évident, c'est très facile d'être prêt. Mais c'est se dire, bon, parce que ça va même très loin, mon idée. Ça aborde la question du suicide, parce qu'il y a un des cas. Et est-ce qu'on doit empêcher quelqu'un? Ça dépend pourquoi et tout ça. Donc c'est un sujet que j'aborde vaguement. Et moi, je suis très, très ouvert sur tous ces sujets-là. Alors, c'est pour ça que j'ai arrêté, disons, le thème principal de mes 2 premiers, parce que je devais écrire ça. Et là, c'était la même chose. Celui-là s'appelle Des plages de Dunkerque aux rives de la Loire. C'est aussi, j'avais écrit quelques chapitres il y a quelques années, qui sont un peu mes souvenirs de jeunesse. Parce que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Je reconnais, je suis né au bon moment, au bon endroit, il y avait moins de monde sur Terre, donc c'était beaucoup plus facile. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents exceptionnels. Et donc c'est un peu l'histoire romancée de mes parents, et principalement de mon père, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il a été blessé très gravement à Dunkerque, disons en 1940, alors qu'il allait prendre le bateau pour Angleterre, perdu une jambe et tout ça, avec une joie de vivre incroyable, malgré tout ce qu'il vivait. Et nous, les enfants, j'ai des souvenirs de cette période de guerre positifs. En plus de ça, j'étais dans une région où il n'y avait pas de privation, pas d'école pendant un moment, tout ça, disons, des parents qui faisaient comme si ça n'existait pas, la guerre, qui nous protégeait. Alors c'est toutes ces choses-là que je raconte. Alors il y en a qui pourraient croire que je trouve la guerre insignifiante, mais à un certain âge, c'est comme ça. C'est à un point tel que la première fois que j'ai vu des bombes tomber,
On voulait courir pour aller, parce qu'on pensait que c'était des tracts, tout ça. Il fallait qu'on soit. Donc, c'est toute une. Le pont détruit et tout ça, parce que c'est au bord de la Loire. Donc, tu apprends à nager, plus, tout ça. Tu peux. Plein de choses comme ça qui sont finalement bizarrement positives à un certain âge. C'est probable que si j'avais été plus âgé, j'aurais vu la guerre différemment. Moi, je me sens bien partout. Mais je dirais que mon pays, c'est, je ne sais plus qui a dit ça, c'est ma langue, c'est le français. Donc partout où on parle français, je suis chez moi. Et quand je suis venu au Québec, disons que je suis venu au Québec en 1964. J'avais été embauché en France pour la création du site de l'Expo. Donc ça fait pas mal d'années. Et moi, je pensais rester 2 ans jusqu'à l'ouverture de l'Expo et repartir. Puis là, tout s'est enchaîné. Disons, je trouvais aussi le côté de contact humain beaucoup plus facile au Québec. Parce qu'il faut voir comment était la France. Moi, je sais, quand je parlais de mon travail en Algérie, ben, j'étais avec 2 jeunes ingénieurs, on se vous voyait, on s'appelait monsieur. Bon, j'arrive ici, je ne connais pas, tutoie, ben, même les vendeuses dans les magasins. Et tout de suite, c'était Jean-François et tout ça. Donc ça m'a beaucoup plu. Et ah ouais, ouais, oui, 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 oui. Et c'était un moment d'opportunité. Disons, on pouvait créer sa boîte facilement. Il y avait beaucoup moins financièrement, c'était plus facile. Donc tout de suite, j'ai été pris c'était pas un engrenage dans le sens c'est positif. Et ensuite, comme mon travail m'a amené à voyager, j'ai ensuite eu la possibilité, bon, avec un autre, d'acheter des boîtes en France. Donc je passais 6 mois en France et 6 mois ici. Quand je dis 6 mois, c'est-à-dire sans compter l'Inde et tous ces trucs-là. Et donc j'ai tout le temps été voyageur, aimé les paysages, les contacts humains dans les endroits où il n'y a pas de touristes. J'ai très peu besoin d'abord parce que les paysages, je les ai. La plupart des personnages, je les ai. Quand je crée quelque chose de style romanesque, bah, j'aime rajouter des meurtres ou des trucs comme ça. Alors là, il faut que je fasse. Mais c'est toujours plausible. C'est toujours comme dans le premier, il y a la chute d'un barrage dans le Décan, un barrage sur lequel j'ai travaillé. Il y avait un échafaudage terrible. Par moments, il manquait des trucs et il y a effectivement des gens qui sont tombés. Sauf que moi, je fais tomber un personnage, disons. Hein, mais c'est tout à fait plausible parce que c'est arrivé. Bon. Et dans le deuxième, disons, qui est aussi dans les mines, le coup de charge, disons, c'est une chose qui s'est passée, qui a d'ailleurs amené la fermeture de la mine après. Donc, je n'ai pas inventé de choses, c'est dans mes souvenirs. Et je vois que j'ai une façon de découper les scènes, un peu comme la télévision. Et donc c'est pas vraiment continu. J'ai des choses à améliorer, ça je sais, mais je suis pas écrivain, je suis auteur. C'est pas la même chose. C'est un roman un peu dans la veine des 2 premiers. Et bon, son titre temporaire s'appelle Ressac et il se passe en Chine. Je suis allé très souvent en Chine, j'ai passé plus d'1 an au total. Et j'ai vu des drôles de choses, des drôles de comportements. Parce que là effectivement, j'étais aussi, moi c'était pas Shanghai, tout ça, c'était dans des coins perdus. Il y en a un dans le Sichuan, à la frontière du Tibet, où j'ai souvenir de me promener dans un village, puis des jeunes enfants sont venus me tirer la barbe parce que les gens n'avaient pas de barbe. Ils se demandaient si c'était postiche ou vrai. Alors tu vois, dans ce coin-là, ils étaient... et j'ai aimé cette partie-là, mais pour être franc,
j'ai moins aimé le comportement de certaines personnes. D'expliquer pourquoi ils sont comme ça. Ils ont eu une vie, il y a eu une période terrible où les Occidentaux, en plus des colonies et tout ça, mais disons, ont vraiment écrasé les Chinois. Et il y a un esprit de vengeance terrible. Actuellement, ils sont en train de prendre le pouvoir. Ils essaient. Et il y a d'autres problèmes en Chine. Un problème de pollution extraordinaire, de manque d'eau. Donc, ensuite, il y a leur politique, disons, de l'enfant unique qui fait que cette société-là va être une des sociétés les plus âgées très bientôt, d'ici 15 ans ou autre. Là. Donc, ils sont en face d'un problème énorme. Donc, il faut qu'ils fassent très vite pour, disons, acquérir des mines au Canada, des terrains à cultiver en Afrique et tout ça. Et moi, je suis très sceptique sur la durée de leur... Moi, je pense que dans 15 ou 20 ans, la page sera tournée. Mais ça, c'est mon idée. Oh, j'en ai écrit à peu près 5-6 chapitres. Parce que aussi, ce sont les mêmes personnages que dans le premier. Donc ça part du Québec, de Montréal, et le cadre est un contrat que les Canadiens ont eu avec les Chinois pour implanter un grand système de surveillance des anciens barrages en Chine. Donc c'est dans 10 provinces différentes, parce qu'il y a une chose que peu de gens savent, c'est que il y a beaucoup de ces barrages qui ont été construits lors du grand bond en avant dans les années 50 sous Mao Tse-tung, avec des conditions d'abord épouvantables. Il y a eu des centaines, je dirais même millions de morts. Et qu'ils sont fragiles. Il y en a qui sont détruits presque tous les ans, entraînant des centaines de milliers de morts. Et ça, on n'en parle pas. Et j'ai vraiment été mis dans ce sujet-là et j'ai compris pourquoi aussi certains Chinois ne voulaient pas nous montrer certaines choses parce qu'ils sont les meilleurs. Bon, on est tous les meilleurs, il n'y a pas que. Disons que je disais au début, c'était de rencontrer disons des auteurs et les lecteurs effectivement parce que moi j'aimerais savoir ce que je dois améliorer et je me suis d'ailleurs rendu compte dans le cas du premier livre où ça saute d'un endroit à l'autre. Il y en a qui m'ont dit au début c'est difficile à suivre, est-ce que ça devrait être plus linéaire ou pas, donc c'est des espèces de recettes parce que je réécrirais d'ailleurs le premier livre, je changerais la place des chapitres. Je regrouperais plus d'un pays et dans l'autre plutôt que de sauter de l'un à l'autre. Je l'ai fait linéaire dans le temps. C'est pour ça que je passais d'un endroit à l'autre. Mais ça devient difficile à lire. Donc c'est des choses comme ça.